Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cet événement inédit en ligne réalisé par Equimetrix. Nous sommes d'ailleurs dans leurs locaux à Paris. Leader européen en matière de data science business, Equimetrix utilise la data science, des modèles algorithmiques et de la technologie pour répondre à des questions business les plus complexes de ses clients. Depuis 2006, Equimetrix s'engage à développer des pratiques statistiques, des data sciences et plus récemment IA éthique et durable, tout cela bien sûr compatible avec des objectifs opérationnels et business de ses clients. Pour parler IA éthique et durable, Equimetrix a rassemblé aujourd'hui plusieurs personnalités à l'orée de différents mondes. D'abord des experts en leur domaine, à l'image d'Isabelle Rille, Gilles Babinet ou Étienne Klein. Également des experts en data science comme Laurent Félix ou Jean-Baptiste Bouzige, et puis des leaders d'industrie témoigneront de la réalité du terrain sur la data science durable. Tout de suite, pour lancer ce programme, je vous invite à rejoindre Jean-Baptiste Bouzige, président et fondateur d'Equimetrix. Bonjour Jean-Baptiste Bouzige. Bonjour Géraldine. Vous êtes un des 4 fondateurs d'Equimetrix et votre entreprise va bientôt fêter ses 15 ans. En tant que leader européen en matière de data science appliquée au business et avec le recul des années d'expérience, quel regard, quelle vision portez-vous sur la data science durable ? Je pense qu'effectivement, ces 15 dernières années nous ont permis de voir le développement de tout ce vocabulaire. Il y a 15 ans, on ne parlait pas encore de data science, d'intelligence artificielle. Et on voit énormément de buzz autour de ces mots-là, énormément de sujets qui nous disent ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et on pense que c'est vraiment le moment finalement de changer de point de vue et de se dire la question n'est pas tant ce qu'on peut faire, puisqu'on voit aussi toutes les dérives, mais ce qu'on doit faire. Et donc, on pense que c'est un moment pour se poser cette question de la durabilité, ce qui veut dire des questions d'éthique. On voit toutes ces questions sur les algorithmes, sur les questions d'interprétabilité, de transparence, etc. Des questions aussi d'impact sur l'environnement, puisqu'avec l'explosion exponentielle des capacités de calcul et de stockage, on voit bien qu'il y a un coût énergétique à faire de l'intelligence artificielle. Et puis aussi le pendant économique de cette notion de durabilité, en se disant comment créer des avantages compétitifs durables pour les entreprises en utilisant de l'intelligence artificielle. Justement, avec toute cette expérience et la base des clients, que voyez-vous sur le marché? Quelles sont les préoccupations des entreprises? Alors aujourd'hui, effectivement, la préoccupation autour de la durabilité, elle est très naissante. Aujourd'hui, leur principale préoccupation, c'est de réussir à, j'allais dire, enfin créer de la valeur. Il faut se rendre compte que 75% des projets data aujourd'hui échouent. Et si on regarde les projets qui sont encore vivants 3 ans après leur lancement, donc qui ont été réellement adoptés, qui ont créé de la valeur sur la durée, on a 95% d'échecs. Sur un marché qui quand même pèse 200 milliards de dollars. Donc en fait, on a un enjeu économique absolument énorme à être en maîtrise de ces outils-là. Et c'est aussi là où on voit un grand écart entre tout ce qu'on lit dans la presse, avec l'impression que tout marche parfaitement, et la réalité des entreprises. Donc ça, c'est leur première préoccupation. Ceci dit, l'éthique, la durabilité va s'inviter de 2 façons. La première, parce que c'est une préoccupation de leurs clients, et donc il faut qu'ils se saisissent de la question. La seconde, c'est qu'on sort d'une vague d'une dizaine d'années de transformation digitale, qui s'est teintée de plus en plus de data et de data science, et on rentre dans une vague de 5-10 ans sur des transformations sur la sustainability. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les entreprises doivent s'en saisir et qu'on va probablement avoir une convergence des 2 sujets. Pourquoi aujourd'hui prendre la parole? Alors c'est notre rôle. Nous, on pense qu'on ne peut pas, en tant que data scientist, ne pas se saisir du sujet. On a toujours été pionniers sur notre sujet, donc c'est notre rôle d'anticiper les grandes questions que vont se poser le marché et nos clients, et de les éclairer. On est là sur une question complexe, donc il faut le faire avec beaucoup d'humilité. J'aime beaucoup un de nos advisors qui dit toujours on peut être très bon tout seul, mais on a toujours besoin d'être plusieurs pour être excellent. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut contribuer à lancer le sujet, à l'animer, à l'expliquer, et puis semer des graines pour une IA durable et créant beaucoup d'impact pour les entreprises. Merci Jean-Baptiste Bouzige. Merci.
On vous retrouve tout de suite en compagnie d'Isabelle Rille et Gilles Babinet pour parler de cette quête d'intelligence artificielle durable. Bonjour à tous. L'intelligence artificielle et la data science durable sont-elles un nouvel impératif pour les entreprises ? On l'a encore vu tout récemment avec le plan France 2030, le gouvernement veut inscrire l'intelligence artificielle dans sa démarche pour canaliser la recherche et les investissements publics dans le fameux Tech for Good, une technologie qui a du sens et qui répond à la fois aux aspirations et aux besoins futurs de notre société. Mais pendant des années, l'intelligence artificielle, elle a fait l'objet de nombreux fantasmes. Et beaucoup lui reprochent encore son manque de transparence, les nombreux biais qu'elle mettrait en œuvre et sa consommation énergétique exorbitante. Alors, peut-on faire vraiment de l'IA autrement ? La réglementation que prépare l'Union européenne pour la réguler va-t-elle être un frein ou se révéler au contraire une opportunité pour les entreprises ? Pour en débattre, nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Isabelle Rille. Bonjour Isabelle. Bonjour. Vous êtes professeure d'informatique et directrice du PRAIRI, du Paris Artificial Intelligence Research Institute. Gilles Babinet, bonjour. Bonjour. Gilles, vous êtes coprésident du Conseil national du numérique et vous êtes entrepreneur digital champion pour la France auprès de la Commission européenne. Nous allons commencer par explorer ce concept de data science durable. Alors, je vais me tourner vers vous, Isabelle. Isabelle, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette data science durable ? Est-ce que cette notion, elle est devenue un enjeu majeur de l'IA, au même titre que la sécurité des données, la souveraineté ou les nombreuses questions juridiques qu'elle peut soulever ? Alors, tous les succès récents de l'IA, en tous les cas les plus connus, sont liés à l'apprentissage supervisé, qui est construit à partir de grandes masses de données. Et donc aujourd'hui, on assiste à une course aussi vers des grands modèles. Donc vous avez les Transformers, les Foundation Models, des modèles plus gros, avec plus de paramètres et qui s'entraînent sur de plus grands nombres de données. On est aujourd'hui sur des sets d'images qui comprennent plusieurs milliards d'images. Les avancées vers l'apprentissage autosupervisé, par exemple, pour la plupart, entrent également dans cette catégorie. Donc aujourd'hui, même si on ne sait pas exactement calculer le coût énergétique de l'entraînement d'un modèle, il y a des débats entre chercheurs là-dessus, on ne peut nier que c'est un coût important. Et donc évidemment, un enjeu environnemental. Alors bien évidemment, à ça, il faudrait déduire tous les avantages amenés par l'IA. Puisque quand vous utilisez de l'IA pour optimiser les supply chains, la consommation énergétique des immeubles, ou la production des matériaux, bien évidemment, ça c'est un avantage qu'il faudrait déduire du coût global. Néanmoins, ce coût existe, il faut pas le nier. En parallèle du vrai coût environnemental, vous avez aussi un problème de concurrence, puisque ces grands sets de données, ces grandes capacités de calcul ne sont pas uniformément répartis. Et en particulier, pour les entreprises françaises, il est très difficile de se positionner par rapport aux géants internationaux et en particulier de la tech américaine. Donc en ça, c'est aussi devenu un enjeu de souveraineté, de développer ses propres modèles en plus du coût environnemental. Donc oui, c'est un enjeu et oui, tout le monde en est conscient. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Et puis on va revenir un peu plus en détail sur cette régulation dans une prochaine partie. Gilles, je vais me tourner vers vous. Vous êtes un expert reconnu du numérique. Est-ce que vous avez le sentiment que cet enjeu il soit partagé par l'écosystème français de l'intelligence artificielle ? Je ne suis pas certain. Par l'écosystème probablement, mais par les régulateurs et par les acteurs qui président finalement à ces enjeux, je ne suis pas certain. Je pense que l'enjeu effectivement d'arriver à avoir des grands sets de données est un enjeu premier sur lequel qu'on n'a pas encore mis dans le thème de la souveraineté. J'ai vu les masques, les microprocesseurs, la maîtrise des supply chains, mais je n'ai pas encore vu les sets de données. Et je pense que c'est un enjeu déterminant pour la France et pour l'Europe, effectivement. Et le fait d'avoir une expertise en machine learning et dans l'ensemble des data science est largement lié au fait d'être capable d'accéder à la donnée. Très bien, merci beaucoup. Et enfin, Jean-Baptiste, je vais me tourner vers vous. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur la maturité des entreprises françaises en la matière ? Alors la maturité, elle est relativement faible parce que même la maturité sur l'intelligence artificielle reste relativement faible. Je pense qu'on a aujourd'hui, comme Isabelle le disait, on parle beaucoup de cette course à l'armement, on pourrait dire, donc une course à la puissance qui est essentiellement menée par une vision très Silicon Valley.
donc un peu la toute-puissance, mais en fait nos entreprises, et même les entreprises américaines d'ailleurs, ne savent pas encore vraiment définir ce que l'intelligence artificielle va leur apporter. Et après, le second sujet, c'est que quand même, on a de plus en plus de questions aussi sur l'éthique. Donc on a parlé de l'impact environnemental, mais on a aussi beaucoup de sujets d'éthique. En ce moment, on est en plein dans des discussions au Sénat américain avec Facebook, et les consommateurs commencent à être aussi en demande. Et donc je pense que tant sur la valeur que peut apporter l'intelligence artificielle que sur une bonne approche de l'intelligence artificielle, qui pourrait être une approche éthique, les entreprises ont besoin d'être guidées aujourd'hui. Et je pense que c'est notre rôle en tant que data scientist, notre rôle dans l'écosystème, chacun aussi, de partager notre expérience pour un peu démystifier les grandes promesses, dire ce qui est possible, et puis aussi probablement contribuer à la communauté en recommandant peut-être pas des règles de bonne conduite, mais plutôt des bonnes pratiques pour une IA qui aurait du sens. Et si on reste sur le sujet de l'entreprise, pour aborder la question du retour sur investissement de cette intelligence artificielle durable. Donc il y a une étude qui estime déjà que la future réglementation européenne sur l'intelligence artificielle, elle va coûter 31 milliards d'euros sur 5 ans aux entreprises européennes et entraîner une réduction de 20% de leurs investissements. Alors Isabelle Rille, je vais me tourner d'abord vers vous. À l'heure où les spécialistes et les entreprises, elles commencent enfin à peine à industrialiser l'intelligence artificielle, à créer des nouveaux cas d'usage, voilà qu'on leur parle d'intelligence artificielle durable. Qu'est-ce qu'elles ont vraiment à y gagner? Alors, j'espère beaucoup pour qu'elles s'y engagent. Si je me replace simplement d'un point de vue un peu amont en recherche, aujourd'hui, elles ont à y gagner qu'on sorte de ce mainstream plus de données, plus de calculs, sur lequel nous ne gagnerons pas. On ne sera pas en Europe premier là-dedans, je ne suis pas visionnaire, mais je pense qu'on ne peut pas rattraper le retard. Donc ce qu'elles ont à y gagner, c'est faire autrement. Et aujourd'hui, il y a des chercheurs qui essayent de prendre d'autres voies. Et donc par exemple, on a Jean Ponce dans l'Institut Prairie, qui essaye de réinjecter des modèles dans les calculs, mais pas des modèles de données, des modèles physiques, c'est-à-dire les équations de la physique pour voir par exemple comment se forme une image ou pour voir la cinématique des robots et pour pouvoir construire à partir de là des modèles, cette fois-ci au sens apprentissage, qui soient plus petits, plus compacts et donc plus frugaux. Et donc ça aurait un avantage bien évidemment en termes de consommation énergétique, en termes de réussir à faire avec moins de données éventuellement, mais surtout pour les entreprises d'avoir des choses plus accessibles sans avoir besoin de ces supercalculateurs ou de ces super bases de données qui aujourd'hui ne sont pas à notre disposition. Et donc elles auraient tout à y gagner qu'on réussisse à aller dans cette voie-là. Et donc Gilles, Isabelle commençait un petit peu à le dire, l'intelligence artificielle durable, elle crée ou elle va créer de la valeur pour l'économie française? Oui, alors ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans la technologie, c'est qu'on fonctionne par cycle, et les cycles sont relativement courts. Donc vous avez des points d'entrée qui sont réguliers. On a vu les architectures qui étaient au début très centralisées, puis qui se sont décentralisées avec la micro-informatique, qui se recentralisent avec le cloud. Et puis aujourd'hui, on a de nouvelles formes d'architecture qui arrivent, qui créent des systèmes un peu hybrides relativement intéressants. Et je pense effectivement que ce que vient de dire Isabelle est important. Il faut comprendre la nature des technologies pour pouvoir trouver ces points d'entrée. Pour moi, la chose qu'il faut éviter de faire, c'est de se dire les Américains ont fait ça, il faut absolument qu'on fasse ça aussi. Typiquement, on va faire un moteur de recherche comme les Américains. On voit que ça ne marche pas forcément super bien. En revanche, il y a, et je pense qu'effectivement la recherche est tout à fait essentielle, il y a un certain nombre de technologies de rupture qui arrivent, qu'on peut éventuellement emprunter. Et il y a aussi des grands enjeux, dont l'éthique. Et on se rend compte que l'éthique devient un enjeu premier, je dirais même au-delà de ça, le comportement des plateformes au sens large vis-à-vis des usagers. Je crois que cette année, on a eu au moins 3 scandales différents d'ampleur quand même liés à les plateformes, en particulier à l'une d'entre elles. Et il y a, me semble-t-il, un mouvement assez global sur le fait que maintenant ça suffit et qu'il faut qu'on change de mode de régulation. Et ça a des conséquences assez importantes sur les architectures potentielles de ces entreprises, la façon dont on peut accéder à la donnée de l'extérieur. Et notamment,
les textes européens, sans même parler du framework sur l'éthique de l'AI, le DSA, le DMA, définissent le cadre dans lequel on pourrait potentiellement avoir une interface entre le régulateur et ses plateformes sur différents principes, suivant que ce sont des plateformes de taille critique ou des entreprises de plus petite taille. Et ça devrait avoir des incidences assez fortes sur la façon dont ces entreprises structurent leurs données. Et Jean-Baptiste, pour rebondir sur ce que Gilles et Isabelle ont dit, puis peut-être sur les chiffres que j'annonçais un petit peu plus haut, vos clients, vous, j'imagine, ils sont sensibilisés sur le sujet, mais est-ce que c'est le cas dans tous les secteurs d'activité? Est-ce qu'il y a des secteurs où c'est un petit peu différent? Et quelles sont les entreprises qui arrivent vraiment à tirer pleinement parti de l'intelligence artificielle? Alors, déjà, oui, pour agir sur le chiffre, je pense que le prendre par le prisme des coûts, c'est un peu comme quand on dit que limiter la vitesse sur le périphérique va augmenter la pollution. Je pense que c'est plutôt un argument de lobbying ou un peu défensif, résistance au changement. Je pense que le bénéfice de se poser cette question d'éthique, c'est de se poser la question du pourquoi. Pourquoi on fait ça? Et quand on se pose la question du pourquoi, ça permet de remettre au centre du jeu, tout d'abord, de sortir d'une promesse technologique, pour se dire quelle va être ma promesse sur nos clients pour leurs propres clients. Et pas se dire je vais faire plus, mais plutôt dire pourquoi je vais faire ça et quelle valeur je vais créer. Donc ça remet l'enjeu de création de valeur au centre. Et moi aussi je suis convaincu qu'il y a énormément de valeur à créer. Et la valeur on la crée que quand on prend les questions dans le bon sens. Ensuite les entreprises, je dirais, comme Gilles le voit de manière plus macro, moi je le vois de manière plus micro, il y a des cycles aussi au sein des entreprises. Avec toujours, sur chaque nouvelle technologie, la croyance que ça va tout révolutionner, on court. À ces moments-là, c'est vraiment les moments où on gagnerait à se poser la question du pourquoi on le fait. Puis ensuite, des petits moments de désillusion et comment on arrive à créer des avantages compétitifs durables. Et donc, c'est pas tant, oui, il y a des secteurs, ces cycles, ils peuvent être décalés en fonction des autres transformations à l'œuvre dans les secteurs. Je pense que c'est plutôt des maturités d'entreprise et la capacité de leurs dirigeants à s'impliquer dans ces sujets-là et avoir une vision qui n'est pas gadget, c'est-à-dire de ne pas se dire je vais faire de l'IA parce que j'étais à Davos et j'ai vu mon cousin américain qui m'a dit qu'il faisait de l'IA et je rentre, j'appelle toutes mes équipes en disant est-ce qu'on fait de l'IA, mais plutôt se dire la vision pour mon entreprise, c'est d'être vraiment leader sur ce sujet, sur ce qui est mon ADN et comment l'IA peut être un instrument de ça. Voilà. Souvent je dis à mes clients, par exemple sur l'approche du e-commerce, la pire erreur que vous pourriez faire, c'est de dire « je veux être comme Amazon ». Amazon est une boîte de tech, Amazon est une boîte de logistique. Un client qui fait un produit, je ne sais pas, de luxe, ne sera jamais ça. Et tant mieux. Et leur meilleure façon d'utiliser l'IA, ce sera pour affirmer leurs différences. Et donc je pense que c'est ça le bénéfice de se poser des questions éthiques, parce qu'il y a une forte convergence entre les questions de bien faire d'un point de vue éthique et bien faire d'un point de vue création de valeur. Très bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Et si on revient à ce qu'on commence à évoquer, c'est-à-dire la régulation européenne de l'intelligence artificielle, je me tourne vers vous Isabelle et Gilles, est-ce qu'on peut dire qu'on assiste aujourd'hui à une sorte de schisme culturel autour de la data science? L'Europe, est-ce qu'elle peut s'ériger comme un modèle universel sur le sujet, comme on l'a fait avec la RGPD et les données personnelles? Donc si Isabelle, je me tourne vers vous dans un premier temps, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le politique il peut encadrer un champ d'expérimentation qui est aussi large que l'intelligence artificielle? Je pense qu'il faut essayer de mettre des choses en place, il n'y a pas de doute. Et par contre, il faut surtout ne pas faire d'erreur dans la conception initiale. Alors, moi, je distinguerais deux points de vue très différents, celui de la recherche et celui des produits qu'on met sur le marché. Aujourd'hui, s'interdire des recherches dans certains domaines, c'est se priver de la capacité de comprendre, de la capacité d'analyser, et éventuellement de la capacité de se défendre contre des produits qui seraient développés ailleurs. Et donc ça, je pense qu'il ne faut absolument pas limiter les capacités de recherche, même s'il faut les encadrer, il faut des commissions de déontologie, etc. La mise sur le marché, c'est autre chose. Et je pense qu'on a des valeurs en Europe qu'on souhaite défendre, et il faut que les services, les produits, les plateformes qui sont déployées en Europe les respectent. Mais tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se place dans un cadre où on va interdire à certaines entreprises d'entraîner des modèles sur certains types de données en Europe, mais qu'on autorise le déploiement sur le sol européen
de produits concurrents qui ont été entraînés sur les mêmes données interdites à l'étranger, on va mettre les entreprises dans une situation de concurrence absolument intenable. Et donc il faut qu'on aille plus loin que la simple application de la règle sur le sol européen, mais bien de gérer tous les produits qui entrent. Et ça, alors je ne suis pas le régulateur, mais ça me paraît un petit peu plus compliqué. Est-ce que Gilles, est-ce que vous voulez rebondir sur ce qu'Isabelle a dit? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec sa vision? Et puis aussi, j'aurais une autre question pour vous. Est-ce que vous pensez que l'Europe et a fortiori la France, elles peuvent encore s'imposer sur l'échiquier mondial de l'intelligence artificielle? Pour le moment, c'est un framework, c'est-à-dire que c'est un cadre. On ne sait pas encore comment ça va retomber. Je pense que le DSA-DMA contient plus de choses contraignantes et de nature à réguler d'ailleurs des enjeux qu'on pourrait appeler entre guillemets éthiques que le framework. Et je suis assez circonspect sur la portée du framework. Je pense qu'il faut partir d'un cas concret et que de poser des idées théoriques, des concepts théoriques comme ça va être assez difficile à tourner en régulation. Maintenant, sur ce que vient de dire Isabelle, c'est-à-dire ce que je pourrais appeler la sandbox, le fait de pouvoir expérimenter, c'est absolument déterminant. Et je crains qu'il y ait une forme de tropisme européen qui consiste à dire la personne qu'on va voir en priorité quand on a un nouveau projet, notamment dans les corporates, c'est le directeur juridique, ce qui à mon sens est une erreur. C'est-à-dire que l'ADN de l'innovateur, c'est d'aller là où on ne l'attend pas et de casser des a priori sur la façon de faire. Et donc si on a cette différence culturelle et si on la renforce par de la réglementation, je pense que l'Europe ira nulle part. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire le fait de recréer une dynamique entrepreneuriale, ce qui est quand même ces dernières années largement le cas. On a plus d'entrepreneurs qu'on en avait auparavant. Et les entrepreneurs, leur caractéristique première, c'est vraiment de faire des choses qui sont, entre guillemets, interdites. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager. Il faut créer un cadre réglementaire qui ne s'oppose pas à ça. Trop souvent, moi, je vois des réglementations qui sont devenues tellement complexes qu'on n'ose plus rien faire. Et en particulier pour les corporates, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et concernant votre deuxième question, pour l'instant, on pourrait dire que le match semble à peu près plié, puisque si je regarde les grandes publications, on a un déséquilibre incroyable en faveur des États-Unis, suivi par la Chine, et puis l'Europe qui arrive assez loin derrière. Mais en fait, quand on regarde un peu plus finement, on se rend compte que, si je prends par exemple l'échelon LMD, licence, master, doctorat, eh bien, il y a quand même très très grande quantité de compétences. On crée plus de compétences dans l'ensemble des disciplines informatiques dans ce domaine, au niveau à l'échelon européen, qu'on en crée par exemple aux États-Unis. Donc il y a quand même du capital humain. Ce capital humain, il n'est pas encore bien employé. On voit qu'il y a un certain nombre de dynamiques sur le financement du capital risque. Et au-delà de ça, je dirais sur la mise en place d'écosystèmes. Alors on n'utilise plus le mot de cluster, mais on va dire d'écosystèmes de taille critique dans différents pays, qui est assez favorable à l'Europe. Donc je pense que cette révolution, il faut la voir sur le temps long. On pense que c'est là, que c'est établi, etc. En fait, ça fait que commencer. On a encore probablement plusieurs décennies d'expression d'innovation qui vont se dérouler. Et à mon sens, on assistera plutôt à un rééquilibrage qu'autre chose. Et Jean-Baptiste, on vient d'en parler, cette régulation à la double tranchant. Mais face aux géants américains et face aux géants chinois, est-ce qu'il n'existerait pas un mindset spécifique, une intelligence artificielle à la française et qui pourrait s'avérer positive pour la compétitivité de nos entreprises? Oui, alors déjà sur la régulation, je pense que je suis plutôt favorable à réguler tôt, parce que sinon on laisse se développer des zones grises avec des usages non éthiques, il est très dur de revenir en arrière. Par contre, ce qui est complexe avec la régulation, c'est de trouver une régulation incitative et pas une régulation qui va pousser toutes les entreprises à le prendre par le prisme de la compliance, comme le disait Gilles. On le voit avec le RGPD où on le prend beaucoup par la contrainte au lieu de penser à quelle peut être la valeur créée pour mon client final et comment du coup il va avoir naturellement envie de donner son consentement parce qu'il fait confiance, parce qu'il y a une transparence, etc. Donc je pense que la régulation, elle a ce rôle à jouer là. Elle doit être accompagnée d'un accompagnement de l'écosystème, d'une incitation à créer des bonnes pratiques pour que cela crée de la valeur.
Est-ce qu'il y a une place pour une IA à la française? Alors, il faut faire attention de ne pas toujours se voir trop beau. Ceci dit, comme le disait Gilles, les talents européens, et en particulier français, sont très reconnus sur le sujet. Je pense aussi, et là-dessus je suis probablement plus optimiste que Gilles et Isabelle, que notre métier, ce qui fait la différence dans notre métier et ce qui fait qu'on produit de la valeur avec des algorithmes, c'est un équilibre assez fin à trouver, une recette assez fine à trouver entre technologie, algorithme et humain. Et je pense que ça peut être ça un peu la secret sauce à l'européenne, ça peut être d'avoir un cadre, une approche éthique, et encore une fois, la régulation est un peu le dernier garde-fou, mais un mindset qui fait qu'on a le bon équilibre et les bons ingrédients. Et je pense qu'on peut, avec ces ingrédients-là, avec une IA frugale, être plus performant que des personnes, des entreprises qui vont tout miser sur la puissance, tout sur la tech ou tout sur les plus gros algorithmes possibles. Parce qu'encore une fois, la différence, on la fait quand on sait pourquoi on le fait et qu'on sait ensuite dans quel contexte l'employer et comment faire en sorte que les entreprises adoptent ces algorithmes-là. Merci Jean-Baptiste. Alors, on va arriver au terme de cette table ronde. Est-ce que très rapidement, vous pouvez dire quelques mots de conclusion? Je ne sais pas, peut-être Isabelle. Alors moi, je vais rebondir sur quelque chose que Jean-Baptiste a dit, sur la confiance des usagers. Et je pense que, si je reprends mon point de vue de chercheur, on a un rôle, évidemment, dans le développement, dans l'innovation, mais aussi dans la diffusion des connaissances, et qu'il faut absolument que l'ensemble des usagers soient informés, alors ne soient pas des spécialistes de data science, mais comprennent ce qu'il y a derrière les produits qu'on leur propose. Et il n'y a que comme ça qu'ils pourront faire confiance et qu'ils pourront faire un choix éclairé entre un produit, on va dire aux valeurs moindres, et puis un produit qui sera peut-être un peu moins performant ou un peu plus cher, mais avec une construction sur des valeurs qui sont les leurs. Très bien, merci beaucoup Isabelle. Gilles, un dernier mot? J'adore ce que vous venez de dire. Je pense que effectivement, il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu de massification de la connaissance. Et ça, c'est un vrai sujet, de faire en sorte qu'il y ait une compréhension plus populaire des enjeux de la technologie. Et ça reste, à mon avis, un défi qui est vraiment à la portée de l'Europe et qui peut avoir un potentiel extraordinaire. Et puis effectivement, je pense que par rapport à tous les scandales que l'on voit actuellement, il y a probablement une réflexion à avoir sur comment faire des technologies qui sont plus inclusives, qui sont plus transparentes et finalement assez différenciantes. Je pense que c'est le chemin possible de l'Europe, à la réserve qu'il ne faut pas en profiter pour se crisper et mettre en place des réglementations comme le RGPD qui sont extrêmement complexes aujourd'hui à traiter. Jean-Baptiste, un tout dernier mot? Je pense, oui, comme Isabelle, qu'on a un rôle en tant que pionnier ou en tant que pratiquant de l'IA au quotidien, on a un rôle d'éducation et aussi de contextualisation. Donc, auprès des consommateurs, mais moi je le vois auprès aussi des entreprises, parce que les entreprises en parlent beaucoup, font beaucoup de RP autour de leur utilisation de l'IA, mais elles manquent aujourd'hui de maturité. Donc on doit les aider à comprendre le pourquoi, dans quel contexte, dans quel cas utiliser ou ne pas utiliser. Et ce rôle-là, il est extrêmement important, effectivement, pour ensuite avoir cette voie un peu différente et comprendre qu'on peut créer de la valeur avec une approche plus éthique. Merci beaucoup à tous les trois. Et puis merci à vous tous qui nous regardez. On se donne rendez-vous pour la suite d'Equivision. Voyons l'actualité d'Equimetrix parue ces derniers mois dans la presse. Une actualité riche, que ce soit au niveau corporate ou au niveau business, avec d'abord l'engagement d'Equimetrix à des pratiques environnementales. Laurent Félix, le directeur général France, incarne cet engagement puisqu'il a été l'un des premiers signataires de la Convention des entreprises pour le climat. L'actualité, c'est aussi la collaboration avec Unique Héritage Média. L'éditeur de presse jeunesse souhaitait optimiser la distribution de ses 90 marques. Pour y parvenir, Equimetrix a développé Athènes IA, une solution data science constituée de plusieurs algorithmes. Cela a permis à UHM d'augmenter sa marge de 10 points
tout en réduisant sa consommation de papier de 25%, un projet emblématique qui prouve donc qu'enjeux économiques et environnementaux sont compatibles. Autre prise de position importante, en tant que président et fondateur d'Equimetrix, Jean-Baptiste Bouziges s'est exprimé à plusieurs reprises sur l'importance de réguler l'IA pour accélérer son développement. Selon lui, réguler trop tôt, c'est prendre le risque de stériliser l'esprit d'entreprise et l'innovation, et au contraire, réguler trop tard, c'est risquer de ne plus pouvoir réguler. Dans ce contexte, le projet de régulation européen de l'IA arrive à temps. Enfin, tout au long de l'année, Equimetrix a apporté des éclairages concrets et son expertise sur des sujets majeurs auxquels sont confrontées aujourd'hui les entreprises, comme par exemple les nouveaux enjeux de marketing, de la promesse de marque ou encore de l'optimisation des opérations dans les organisations. Bon, l'intelligence artificielle, c'est une sorte de révolution anthropologique. Il y a un avant, un après. Donc le fait qu'on veuille qu'elle dure est évidemment légitime. On peut imaginer des scénarios où à très long terme, on n'ait plus l'énergie pour la faire fonctionner, par exemple. Et donc il faut veiller dès la conception à ce qu'elle soit durable. Il y a des scénarios de science-fiction, comme dans Dune, célèbre roman, où on a une civilisation qui est là en 2000 ou 10 000, je ne sais plus combien, et il n'y a plus d'ordinateur, plus d'informatique, plus d'intelligence artificielle. On est passé à autre chose, à une espèce de dopage chimique. Je ne crois pas que ce soit ce qu'on veut. Donc quand on fait une révolution comme celle-là, on doit se soucier de l'avenir à long terme qu'elle prépare. Ensuite, il y a la question éthique. On en parle beaucoup, il y a des comités qui se saisissent de ces questions, mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle l'intelligence dans l'expression intelligence artificielle. Parce que le mot intelligence vient de l'anglais, et en anglais, intelligence, c'est gestion des données, traitement de l'information. Ça n'est donc pas le mot qui désigne ce qu'en français on appelle l'intelligence, qu'on traduirait plutôt en anglais par cleverness. Autrement dit, l'intelligence artificielle est capable, grâce à des moyens numériques, de traiter beaucoup de données et d'inférer à partir de ces analyses des lois générales, des corrélations, qui peuvent être très intéressantes et qu'on ne pourrait pas trouver autrement. Mais la vraie intelligence, au sens français du terme, c'est aussi la capacité d'exercer un esprit critique, c'est aussi la capacité d'expliquer comment on est arrivé à un certain résultat, et donc d'expliquer ce par quoi on est intelligent. Et donc ce qu'on peut demander à l'intelligence dite artificielle, c'est de nous aider, nous les humains, à être plus intelligents. Et en même temps, veiller à ce que certaines dérives qu'on voit déjà se produire ne violent pas les lois éthiques qui pour nous sont les plus fondamentales. Et donc il faut la surveiller un peu comme le lait sur le feu. Ben écoutez, moi j'ai vécu comme vous le confinement, et je pense que le confinement a montré de façon parfaite l'ambivalence du numérique en général. Grâce à lui, on a pu prendre des nouvelles de ses proches sans risquer de les contaminer, sans risquer de s'infecter. On a pu être soigné par la télémédecine, on a pu apprendre par le téléenseignement, on a pu travailler par le télétravail. Et donc le numérique nous a rendu énormément de services qu'on a, pour beaucoup d'entre nous, vraiment découverts. Et on voit bien que si on n'avait pas eu ces services, le confinement aurait été une expérience beaucoup plus difficile. Mais dans le même temps, on a vu certains reproches qui sont déjà faits à l'IA, par exemple, le fait que, et ça c'est un constat qui est vieux comme le monde, notre cerveau n'aime pas être contredit. Voilà. Et donc on a, en quelques clics, la possibilité de créer ce que j'appellerais un chez-soi idéologique, rassemblant des gens au sein d'une communauté numérique qui pensent la même chose, qui s'informent de la même façon, ce que les algorithmes vont repérer, et vont donc alimenter cette communauté en informations, en articles, en vidéos, qui vont dans le sens de ce qu'elle pense déjà. Penser au sens humain du terme, c'est dire non à sa pensée pour voir si elle est capable de réagir à ce qui vient la contester. Et donc, on voit se former des espèces de bulles comme ça, qui rassemblent des gens qui sont d'accord entre eux. Et dans certains cas, les valeurs que défendent ces communautés apparaissent à ceux qui les constituent plus importantes que les valeurs du contrat social. Et c'est ainsi qu'on peut être très militant sur Internet, dans une communauté militante. On est donc engagé politiquement d'une certaine façon qui est sectorielle, mais on ne va pas voter.
Voilà. Autrement dit, les valeurs qu'on défend sont plus importantes que les valeurs générales du contrat social. Et le numérique, si on n'y prend pas garde, peut constituer ou peut aider à former ce que Tocqueville appelait des petites sociétés, dont il disait qu'elles étaient la plus grande menace pour la démocratie, parce que ce sont en fait des clans qui sont sûrs d'eux, qui ne communiquent pas avec d'autres clans et qui font que la société pourrait avoir tendance à se balkaniser. Et donc, une des choses qu'on doit garantir, peut-être au niveau de la conception des algorithmes, ou peut-être au contraire au niveau de la législation, on doit empêcher qu'il y ait trop d'enfermement rendu possible par le fait que notre cerveau n'aime pas être contredit. Ça a toujours été vrai quand on était de gauche au XXe siècle, on ne lisait pas le Figaro. Quand on était de droite, on ne lisait pas Libération. Et cette tendance qui est naturelle, elle est accentuée et rendue encore plus voyante par les algorithmes. Alors pour que la technologie, notamment les technologies numériques, soit au service du bien commun, on peut penser à 3 pistes, au moins. La première, c'est au niveau du design, de la conception. On écrit des algorithmes en anticipant les usages maléfiques qui pourraient en être faits, et au niveau de la conception, on essaie de les empêcher. C'est évidemment très important, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que un ingénieur, c'est en général quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Mais il ne sait pas ce que va faire ce qu'il fait. Autrement dit, il ne peut pas prédire tous les usages qui seront faits par la société de la technologie qu'il a mis sur pied. Et donc, on ne peut pas trop lui demander. On ne peut pas lui demander de prévoir comment socialement une nouvelle technologie sera utilisée à long terme. Ensuite, il y a la législation. Si on voit qu'une dérive se produit, eh bien, il faut agir par la loi pour empêcher que cette dérive se prolonge. Mais ça suppose qu'on ait une bonne compréhension des algorithmes pour savoir comment les corriger. Bon. Et puis, il y a, comme vous le dites, une troisième piste qui est l'éducation. On apprend aux élèves, aux étudiants, et puis finalement à tous les âges de la vie, puisque ça concerne toutes les générations. On apprend ce que c'est, comment bien l'utiliser, avec une réserve qui est que c'est très difficile d'exercer son esprit critique vis-à-vis d'un avis rendu par l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle n'est pas assez intelligente pour nous expliquer comment elle est arrivée aux conclusions qu'elle nous propose. Quand vous lui montrez une photo de chat, elle reconnaît un chat, non pas parce qu'elle a le concept de chat dans la figure, mais parce qu'elle a vu des millions et des millions de photos de chats, et par comparaison, elle en déduit que cette photo est celle d'un chat. Et vous voyez, si un logiciel, par exemple Waze, qui vous dit quel chemin vous devez suivre pour rentrer chez vous, un jour, par exemple, le logiciel va vous recommander un itinéraire qui n'est pas l'habituel. Mais il ne vous dit pas pourquoi. Donc soit vous lui faites confiance, soit vous ne lui faites pas confiance. Dans les deux cas, ce n'est pas très grave, parce qu'au pire, vous perdrez 10 minutes sur votre temps de parcours. Mais on peut imaginer des situations où on a besoin, pour faire confiance à l'avis de l'IA, de connaître les raisons, les arguments qui l'ont conduite à proposer telle solution plutôt que telle autre. C'est là que le travail des chercheurs devient très important, ceux qui travaillent sur ce qu'on appelle l'explicabilité, qui vise à rendre l'IA plus transparente qu'elle est, en essayant de faire ressortir les mécanismes numériques, calculatoires, qui amènent un logiciel à proposer tel avis dans telle situation plutôt que telle autre. Écoutez, il y a un point qui me fascine en ce moment, c'est ce qu'on appelle les chatbots ou les agents conversationnels. Vous savez, ces voix qui vous parlent ou ces textes qui sont produits par des robots qui sont éduqués pour répondre à des questions qu'on leur pose. Et j'ai trouvé une application qui, à partir de 3 ou 4 mots qu'on lui indique, est capable de produire un texte qui est dans la continuité de ce début de phrase, ou bien qui est capable de répondre à une question qu'on lui pose à partir d'un traitement intelligent de tout ce qui a été écrit sur le sujet. On indique la taille du texte qu'on souhaite, et par exemple, avant de venir ici, j'ai demandé à cette application, est-ce que l'IA peut devenir éthique? Et le logiciel m'a produit un texte de 15 lignes, qui est la taille que j'avais demandé, parfaitement argumenté. Et ce texte n'a été écrit par personne. Il n'y a pas d'auteur. Et pourtant, il ressemble à une pensée argumentée. Et donc c'est fascinant de voir qu'un texte qui semble rationnel a pu être produit sans avoir été pensé, puisque la machine qui l'a délivré
ne sait pas dire ce que signifie ce qu'elle a écrit. C'est quand même fascinant. Et donc la question est, est-ce que parmi tous les textes que nous lirons, de plus en plus seront écrits par des robots? Et comment pourrions-nous, nous, faire la différence, sachant que ces robots sont éduqués à partir de nos propres écrits? Donc ça, je trouve que c'est une sorte de mise en abîme incroyable. Et puis il y a la question du travail. Voilà, il y a les robots qui s'installent dans les entreprises, qui font des tâches répétitives le plus souvent, mais qui ont tendance à devenir de plus en plus sophistiquées. Et du coup, qu'est-ce qui nous reste? Et on voit qu'il y a une dérive possible qui est que si on coupe en tranches le travail humain, il sera d'autant plus facile de le robotiser. Or, si on veut que notre travail nous contente, produise en nous de la fierté, de la satisfaction, ça suppose qu'on soit capable de dire quelle part on a joué dans l'exécution de tel ou tel travail. Sinon, on a l'impression d'être marginalisé par les machines qui feront les choses à notre place, et on éprouvera ce qu'un philosophe intéressant à lire aujourd'hui, qui s'appelle Günther Anders, appelait dans les années 50 la honte prométhéenne. C'est-à-dire que nous fabriquons des objets, des ordinateurs, des logiciels, des algorithmes, qui, dans certains domaines, font les choses beaucoup mieux que nous. Ils calculent mieux que nous, ils jouent mieux aux échecs que nous, ils jouent mieux au Go que nous. On devrait être fiers d'avoir su les concevoir. Mais en même temps, ils nous ridiculisent parce qu'ils ont des performances bien meilleures que les nôtres. Et donc, comment est-ce que les pouvoirs de la technique peuvent être augmentés, produits, sans que notre propre rôle dans le travail soit considéré comme marginal et inférieur? Ça me semble être une question éthique intéressante qui concerne beaucoup de gens. Ben, écoutez, puisqu'on parle d'intelligence, je vous propose qu'on conclue en disant que cet avènement de l'intelligence artificielle, c'est un test à grande échelle de notre intelligence collective. Soit on arrive à bien comprendre ce phénomène et à bien le gérer, et l'IA va nous rendre plus intelligents humainement. Soit au contraire, on fait les andouilles, et elle pourrait détruire ce qui fait la spécificité de notre intelligence. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Et merci d'être resté dans nos locaux pour cette deuxième partie. L'idée d'aujourd'hui, c'est d'évoquer les freins de l'adoption de l'IA durable en entreprise. Et on va essayer tous les deux de trouver des solutions. Pas facile. C'est clair. Je commence par une observation en cette fin d'année 2021. C'est l'étude du Gartner qui dit que 75% des projets de data science sont restés à l'état de prototype. Extraordinaire, un chiffre tout à fait un peu inquiétant en fait. Et ce qu'on a observé nous, c'est que la difficulté, elle est avec des leviers traditionnels, entre guillemets, des raisons traditionnelles de tout projet technologique et notamment des projets d'adoption, les sujets de réponse à un besoin métier bien identifié, ça sont des leviers classiques, mais il y en a d'autres. Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de freins. Me semble-t-il, le frein premier, je dirais que c'est le silo. C'est-à-dire le fait que les entreprises sont organisées par départements, que les départements pensent souvent être propriétaires de la donnée et créer des expériences qui sont intégrées où la data est trans-silo, c'est difficile dans les entreprises qui ne sont pas des plateformes. Donc ça, c'est vraiment un frein qui est extrêmement important. Il y a, je crois, des freins, des inquiétudes par rapport au comportement éthique et qui sont des enjeux extrêmement complexes qui vont bien au-delà de la réglementation, qui fait que le client soit interne ou externe, mais plus encore quand il est interne, il y a une vraie inquiétude sur le fait que les données ne vont pas être utilisées pour être coercitives à l'égard des salariés. Oui, pour moi, on observe un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a les entreprises qui sont obligées d'utiliser de plus en plus d'IA et de données pour leurs nouveaux produits et leurs nouveaux services. Or, à la fois leurs clients finaux et en interne, on observe une méfiance vis-à-vis de ces systèmes-là. Et donc cette tension-là qui apparaît, il faut qu'on arrive à la gérer. Oui, c'est certainement un enjeu de culture, je pense, et notamment de culture transversale à l'entreprise, c'est-à-dire que, évidemment, les programmeurs, les gens qui sont dans le digital, qui sont plutôt favorables à ces sujets-là.
Puis après, il y a les gens qui vont utiliser ces algorithmes et qui craignent que finalement l'utilisation de ces algorithmes se retourne contre eux. Et donc, il y a, à mon avis, d'abord faire en sorte que les gens comprennent et puis leur permettre de participer à l'élaboration de ces algorithmes et à leur contrôle. Donc on observe qu'il n'y a pas beaucoup de projets qui aboutissent, en tout cas une faible proportion. Et en plus de ça, il y a la réglementation, le cadre réglementaire et les freins liés à l'éthique qu'on observe. Donc tout ça aujourd'hui, pour moi, le problème c'est que c'est vu comme une contrainte. Et ça l'est, il faut le reconnaître. Le RGPD et l'ensemble des contraintes éthiques sont très lourdes sur les entreprises. Plus les entreprises sont petites, plus c'est difficile de traiter ça. Et puis, souvent, je pense que quand on n'a pas une juste appréciation de ce que l'on veut faire, de ce que l'on peut faire, et une juste compréhension de ce sujet, c'est la culture que j'évoquais, eh bien, on peut parfois prendre un marteau pour écraser des mouches et mettre un niveau de contrainte qui est disproportionné par rapport à l'objectif. Donc c'est une contrainte parce que, ne serait-ce que se conformer à la réglementation, on doit dédier du temps et de l'énergie. Il y a l'émergence des rôles des DPO, par exemple, dans toutes les entreprises. Mais finalement, quand on regarde le but ultime, et c'est ça un peu qu'on essaie de défendre chez Eki, le but ultime des solutions qu'on met en place, si elles viennent à avoir des externalités négatives comme la suppression de postes, à titre d'exemple, là, on se confronte à un problème, à un frein qui vient également empêcher le déploiement de solutions. C'est pour ça que les entreprises doivent avoir une vision technologique, où est-ce qu'elles veulent aller, qu'est-ce qu'elles veulent faire. Et je pense accrocher à cette vision un projet de transformation qui embarque les collaborateurs. Un certain nombre de très grandes entreprises sont très taylorisées. On voit bien que l'automatisation, je pense au centre de plateformes logistiques, au système de transport, peut se retrouver contre les travailleurs. Et donc il faut, je pense, avoir une vision généralement tournée vers une forme de sortie vers le haut, une création de la valeur ajoutée, où on propose un projet de transformation, d'accompagnement des collaborateurs pour les former et leur permettre de sortir de la taylorisation à leur profit. C'est très pointu en fait comme sujet, il ne faut pas se leurrer. Donc, il y a parfois un manque de compétences au sein des organisations et donc quand on doit déceler les phénomènes problématiques au sein des jeux de données d'entraînement des algorithmes, c'est un savoir-faire. Et donc ça, il faut aider les entreprises. Heureusement, des entreprises comme nous, les pure players, on est là pour ça. Mais cette technicité, pour moi, c'est aussi un frein au déploiement de l'IA durable. Alors on voit bien effectivement que ces sujets éthiques sont quand même assez préoccupants. On a vu Timmy Gebrood, qui était en charge de l'éthique et de l'AI chez Google, se faire remercier parce qu'elle exigeait que des modèles de gouvernance d'une nature différente de ceux qui existaient soient mis en place. Et donc on peut se poser la question de savoir si finalement on va y arriver. On a des grandes déclarations sur les principes de l'IA, mais finalement, est-ce qu'on a des éléments concrets pour traiter ces enjeux d'éthique? Ce qui est sûr, c'est que, là je vous rejoins bien Gilles, c'est qu'on foisonne de déclarations en tous sens, et notamment ça montre que les pouvoirs publics au moins ont ce sujet en tête, c'est sûr. Il y a l'OCDE qui a publié, il y a l'Union européenne qui a publié, il y a la déclaration de Montréal pour l'IA responsable. Mais quand on regarde ces documents, c'est des choses qui ne sont pas applicables pour les entreprises. On ne donne pas les clés suffisamment aux entreprises. Et donc il faut aider ces dernières pour aider à appliquer ces principes-là. Et il y a des outils qui commencent à émerger sur le marché. Chez Ekimetrix, on suit un label qui s'appelle Labelia, qui commence à émerger sur le marché, que je pense que vous connaissez, qui là donne un cadre réglementaire et opérationnel pour commencer à diffuser l'IA durable au sein des organisations. Ouais, c'est évidemment ce type de démarche qu'il faut souhaiter. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à avoir une démarche relativement multi-parties prenantes, multi-stakeholders, pour s'assurer que ce n'est pas uniquement des développeurs, avec forcément des biais de développeurs. Hein. Les développeurs sont généralement blancs, mâles, et donc on l'a vu notamment avec Microsoft, ça peut introduire très très rapidement des biais qui sont hautement problématiques et qui vont permettre de créer une sorte de plateforme qui va à la fois être une forme de bac à sable en amont, et puis avec des clauses de revoyure, parce que, on le sait, les algorithmes, le machine learning en particulier, peut être susceptible de déviation dans le temps. Il s'auto-intoxique, entre guillemets,
ça doit être analysé. Il y a des types d'outils qui commencent à émerger pour continuer ce que vous dites là. C'est les analyses d'impact des risques sur les données personnelles, l'AIPD, c'est des choses qui commencent à émerger. Il y a des outils de monitoring de ces modèles prédictifs pour monitorer la déviance qu'ils ont. On peut aussi mentionner des procédures de gestion des résultats non souhaitables. Quand on voit qu'un algorithme commence à dévier, hop, l'humain peut reprendre la main. C'est aussi des principes de gouvernance des algorithmes qui me paraissent très opérationnels et à mettre en place. Mais je crois que ce qu'il faut éviter, c'est finalement de mettre en avant le principe de précaution en premier lieu. La base du numérique et de l'intelligence artificielle, c'est quand même d'essayer, du test and learn. Et donc, il faut accepter et éventuellement prévenir les usagers qu'on est dans une phase d'expérimentation, que les choses sont appelées à évoluer. Mais ce principe de bac à sable est extrêmement important. Je le dis toujours, si vous commencez un projet en allant voir le directeur du juridique, c'est compliqué. Oui, et une autre clé à mes yeux, c'est aussi, et ça va dans le sens de ce que vous dites sur le fait de tester, c'est de s'ancrer dans l'écosystème et dans la communauté, notamment de data science. Ça, pour moi, c'est une clé formidable. On essaye, nous, chez Eki, de participer à cet écosystème. On vient de lancer Ekilab, qui contient des librairies, par exemple, pour débiaiser des algorithmes. Donc le fait de contribuer en open source à améliorer les compétences en matière d'IA durable, c'est une grosse conviction d'Eki et à mon avis, c'est une clé pour les entreprises. Je suis totalement d'accord avec vous. Je crois beaucoup à l'open source comme pratique qui permettra aussi de traiter les biais des algorithmes, c'est-à-dire aller peut-être un tout petit peu au-delà du code et donner des pratiques qui sont largement partagées sur des plateformes comme GitHub ou ailleurs et qui permettent finalement de créer une forme de référentiel évolutif. Donc on peut se poser aussi, Gilles, la question du rôle que l'IA peut avoir pour le changement climatique. Il se trouve que Ekimetrix s'est engagé auprès de la Convention des entreprises pour le climat depuis quelques mois et jusqu'à avril prochain en 2022 pour essayer de faire bouger les lignes dans le monde économique avec beaucoup de chantiers différents et notamment celui de changer le modèle d'affaires de certaines entreprises. Pour nous, l'IA, c'est une façon de mesurer, c'est une façon d'analyser, de prendre une décision et après de piloter l'action qu'on peut avoir en matière de changement climatique notamment. Donc on considère chez Ekimetrix avoir un rôle clé à jouer dans la transformation de tous les secteurs. Je suis vraiment content que vous évoquiez ce sujet parce qu'on parle souvent du numérique comme finalement quelque chose qui est très émetteur de pollution et en particulier de CO2, mais on en parle moins comme un facteur essentiel de transformation de l'économie, de transformation des modèles énergétiques pour réussir à décarboner finalement. Et donc, si je prends par exemple les infrastructures, elles ont des taux d'usage très faibles. Si je prends par exemple une voiture, le taux d'usage d'une voiture, c'est, suivant les continents, entre 6 et 7 %. Donc c'est très 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 faible. Oui. Et on voit bien que le véhicule autonome va faire exploser ce taux d'usage. Et de fait, ça sera autant de voitures en moins qu'on ne fabriquera pas, de trafic qui seront perturbés parce qu'il y aura beaucoup moins de voitures et qui seront mieux utilisées, à la fois en ce qu'on appelle en carpooling et en car sharing, c'est plus de monde dans les voitures. Le nombre de personnes dans une voiture en France, c'est 1,05 %. 0,5. Donc c'est un tout petit peu plus que 1. On balade 1,6 tonne, ça n'a pas de sens. Voilà. Et vous prenez la totalité des infrastructures, qu'il s'agisse d'avions, de trains, de bâtiments d'habitation, de rapports, etc. Vous vous rendez compte que le numérique peut faire des choses absolument extraordinaires pour accélérer les taux d'usage. Et donc ça, c'est l'une des choses que peut faire le numérique. Il y en a d'autres, évidemment, mais je crois que c'est souvent totalement passé au second plan par rapport à la publication de certains think tanks qui ont été, à mon avis, très exagérés. Dans le fait de définir des modèles régénératifs pour les modèles d'affaires des entreprises, là où je vous rejoins complètement, c'est qu'une des clés, c'est la mesure de l'usage. Et donc là, encore une fois, la data, pour moi, elle est clé. Néanmoins, pour aller peut-être contre vous, entre guillemets, c'est que je considère aussi que l'IA doit être responsable dans sa consommation d'énergie elle-même. Donc on parle de plus en plus de frugal AI. C'est un axe de recherche fort chez Ekimetrix. Le principe de minimisation, c'est-à-dire de ne pas sortir le réseau de neurones à 12 couches quand il s'agit qu'une simple régression ferait l'affaire. Voilà. Il y a aussi des bonnes pratiques pour les data scientists à mettre en œuvre pour limiter l'impact carbone, disons-le comme ça pour simplifier, du numérique et de la data.
Alors, on pourrait avoir un vaste débat sur les émissions de carbone des data centers, qui à mon sens sont principalement dues aux équipements, mais effectivement, quand on achète des GPU, c'est des émissions de CO2 au moment où on les achète. Mais là où je vous rejoins, je pense, c'est sur la notion d'élégance du code. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer d'avoir un code qui soit écrit de la façon la plus élégante. Et je pense que c'est beaucoup plus un problème qu'on le croit. C'est-à-dire que souvent, notamment quand on fait appel à beaucoup de prestataires extérieurs, on se retrouve à avoir des couches sur des couches sur des couches sur des couches. Et à la fin, on a des systèmes qui sont extrêmement consommateurs de CPU, d'énergie, etc. Et puis surtout, qui ont complètement perdu cette capacité à avoir une UX qui est de bonne qualité. J'en reviens maintenant à la capacité du numérique à transformer les entreprises pour cette transition climatique. Pour moi, il y a deux natures de transformation. Il y a les transformations incrémentales, c'est-à-dire qu'on améliore les processus existants, et ce qui est l'ordre du shift, ou du changement radical de business model. Et pour moi, la data science, elle peut jouer dans les deux. Dans le premier, c'est un peu une évidence, l'optimisation d'une supply chain par exemple, mais également dans le deuxième. Quand on parle d'éco-design, quand on parle de circularisation de chaînes de valeur, là aussi, la data pour moi a un rôle à jouer. Oui, c'est souvent moi la différence que je fais entre l'informatique et le numérique, ou encore la dématérialisation et la révolution numérique. C'est-à-dire que effectivement, il y a beaucoup de gains incrémentaux qui sont faits, notamment dans les entreprises. Mais je le dis assez souvent, je pense qu'on peut parler de transformation digitale à partir du moment où on a eu un impact fort sur le modèle d'affaires et le modèle productif. Et donc, on vient de parler des voitures, les fabricants de véhicules, ils vont connaître un grand nombre de révolutions. D'abord des révolutions techniques, on va passer du moteur explosion au moteur électrique, et puis des révolutions très fondamentales qui sont celles de l'intelligence artificielle et du véhicule autonome. Puis après de ça va induire une révolution sur le modèle d'affaires. C'est-à-dire que s'ils ne deviennent pas des plateformes, ce seront des sous-traitants des plateformes, et leurs marges seront marginales. Celui qui prendra la marge, ce sera un Uber ou un Tesla qui s'est déjà positionné sur ce domaine. Oui, ça me permet de refaire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les data scientists doivent s'ouvrir à leur écosystème. Pour moi, repenser son modèle d'affaires, ça doit se faire dans l'écosystème. Et donc, là aussi, toute la data qui est partagée au sein d'un secteur, ça doit être un ciment de ces modèles régénératifs. Oui, on voit bien que la notion d'écosystème devient centrale. On pourrait parler, d'ailleurs, il y a une similitude entre l'écosystème et data. La question, c'est de savoir qui gouverne l'écosystème, parce que c'est là où la valeur se cristallise. Donc, je pense qu'en France, ce qui est important, c'est que les écosystèmes acceptent de s'ouvrir, de collaborer entre eux, et finalement qu'on accepte de repenser la chaîne de valeur. C'est plus forcément les mêmes qui vont contrôler la data et donc la chaîne de valeur. Et je crois que c'est important de le faire parce que si on ne le fait pas, on a un risque de sédimentation par écosystème, par exemple le domaine de l'automobile ou des transports, qui serait préjudiciable à tous, alors que sur le plan des affaires, comme sur le plan de l'environnement, les opportunités sont tout à fait remarquables. Gilles, je vous remercie pour cet échange. Merci. Bonjour, je m'appelle Damien Cudel, je travaille chez Microsoft France. Bonjour, je suis Gaël Demenet, Data and AI for Growth Director chez Bell. Bonjour, je m'appelle Loïc Baucher, je suis directeur du digital chez Afflelou. Au sein de la division Customer Success, où j'anime une équipe d'architectes, data et intelligence artificielle. Je construis des modèles mathématiques qui visent à aider la prise de décision au service de la croissance. Sujet qui couvre à la fois ce qui concerne la data, l'acquisition, la fidélisation, le CRM, le e-commerce. Trois catégories d'enjeux que je pourrais résumer par les 3 P. People, Planet, Profit. Profit, c'est-à-dire business. Les entreprises ont toutes compris l'intérêt de l'AI. Le challenge qu'elles ont aujourd'hui, c'est d'industrialiser leur démarche, d'une part, et d'adopter une démarche qui soit plus data-centrique que uniquement modèle-centrique. Le deuxième P, c'est celui de People. People, pour moi, résonne avec éthique. Donc les entreprises doivent définir leurs principes éthiques
à mettre en œuvre dans leurs projets, les officialiser, s'assurer que ces principes éthiques sont connus des data scientists, des donneurs d'ordre et toute l'organisation, et surtout que ces principes sont ensuite outillés et intégrés dans leur démarche industrielle. Et puis le dernier volet, le troisième P pour moi, c'est celui de l'environnement. On sait que l'IT, d'une façon générale, a un gros impact en termes de gaz à effet de serre, notamment environ 4% des émissions, que l'AI prend une part croissante de ces ressources. Donc un des challenges aujourd'hui, c'est que les entreprises prennent conscience de ça. Je me rends compte qu'aujourd'hui, elles parlent d'AI d'un côté, elles parlent de développement durable, mais que dans leur esprit, les deux sujets, souvent, ne se sont pas rencontrés. Donc c'est un des thèmes sur lesquels elles doivent travailler et sur lesquels on peut les aider. Alors selon moi, j'en vois trois. Un premier lié au business, être plus efficace. Un deuxième lié à l'humain, comment créer une version augmentée de nos salariés. Et enfin un troisième lié à la transformation qui est changer de paradigme. Sur le premier, sur le business, ce qu'on veut, c'est que la data science nous aide à mieux générer de la croissance, que ce soit booster une top line en identifiant des poches de croissance ou d'optimiser une bottom line en étant finalement plus efficace. Et ceci dans un monde de plus en plus complexe et volatile. Le deuxième, sur l'humain, et c'est quelque chose de très important chez Bell, c'est quelque part de créer une version augmentée de nos salariés qui permettent, en leur donnant des outils, de mieux prendre des décisions et finalement d'être meilleurs en tant que salariés. Et enfin, le troisième, c'est la transformation sous-jacente au business et à l'humain. C'est comment la data science, avec toutes les puissances de calcul, nous permet de nous réinventer pour être plus efficaces et meilleurs demain. Chez Afflelou, l'enjeu de la data science consiste à transformer un énorme volume de données en informations pour donner du sens, pour orienter à la fois nos produits, nos services, mieux servir les clients, optimiser la supply chain, optimiser nos logiques de communication, nos offres. Microsoft innove sur la plateforme pour que ses clients puissent innover sur les métiers. Ça veut dire que concrètement, déjà, Microsoft innove sur ses propres services pour s'assurer que les principes d'éthique et de développement durable sont intégrés dans les services. Et après, notre rôle, et le rôle de mes équipes en particulier, c'est d'accompagner les clients dans la mise en œuvre de ces principes, en leur permettant d'outiller leur démarche, en les éduquant, en les sensibilisant à ces sujets et en s'assurant qu'elles intègrent ces idées directement dans leur projet. Alors à date, en adoptant les principes qu'on a évoqués, j'en vois deux. D'abord pour nos clients, davantage de valeur tirée des projets d'AI, un meilleur ROI, un meilleur time to market, l'onboarding des data scientists beaucoup plus rapide, une meilleure efficience des data scientists. Et puis pour Microsoft, la possibilité d'adresser des sujets à plus forte valeur ajoutée, plus stratégiques, et donc d'établir une relation de plus haut niveau avec nos clients. Alors je vais vous partager un exemple très concret et précis d'un programme de transformation qu'on a initié il y a maintenant 18 mois qui vise à utiliser des modèles mathématiques et prédictifs pour mieux allouer nos ressources marketing qu'on appelle advertising et promotion pour maximiser la croissance. Et ceci, on le fait à 3 niveaux. Quels sont les pays auxquels investir? Où la croissance va venir pour Bell, que ce soit la croissance top line ou la croissance bottom line. Deuxième niveau, quelles sont les marques sur lesquelles investir, lesquelles je dois vraiment supporter pour générer de la croissance et à contrario, lesquelles je peux désinvestir un petit peu. Et enfin, le troisième niveau, c'est quels sont les touch points, quels sont les canaux de communication sur lesquels nos marketeurs doivent investir pour générer de l'impact. Et ce sont ces 3 niveaux qui sont encapsulés dans notre programme d'ANP Allocation. Sur cette trajectoire, on a déployé 4 volets principaux. Le premier volet, c'est un volet technologique qui va consister à collecter les données, les rentrer dans le data lake et faire fonctionner ce data lake pour exploiter la donnée, la diffuser, la restituer. Le deuxième volet, il est plus lié à un système de management. C'est-à-dire que la data, elle ne donne pas de sens en tant que telle. Il faut impérativement que les mécaniques de prise de décision prennent en compte la capacité à disposer de cette data, mais aussi s'appuient sur cette data pour entrer dans des cycles d'amélioration continue de type stratégie, planification, exécution, contrôle et correction. Le troisième sujet, il est également humain. Il est lié à la capacité de constituer des équipes qui vont à la fois faire dialoguer des acteurs de la data, des data analysts, des data scientists et des acteurs métiers. Et si ce lien ne se fait pas, le risque, c'est de transformer les data scientists en apprentis sorciers et pas en magiciens. Le dernier sujet, peut-être le plus compliqué, c'est la capacité de traiter ces données sur la durée. C'est-à-dire que quand on parle de données, avoir une interprétation court terme, c'est peut-être facile, mais c'est sur la durée qu'on est capable
de s'assurer que les interprétations qu'on fait des données, qu'on ne se trompe pas sur ces interprétations et surtout qu'on projette ces données sur la durée pour venir supporter des réflexions stratégiques qui normalement visent sur le moyen et le long terme. Une adoption plus large de l'AI, un ROI plus important, un time to market plus court, un onboarding des data scientists beaucoup plus rapide, une meilleure efficience des data scientists. Et puis pour Microsoft, l'opportunité de travailler sur des sujets à plus forte valeur ajoutée, plus stratégiques. Donc pour Microsoft, une relation plus stratégique avec nos clients. Nous voyons des bénéfices très liés aux enjeux que nous avons. Le premier, c'est sur le business. Ça nous permet d'être plus agile, d'être plus projeté sur le futur et surtout de mieux simuler ce qu'on appelle des what-if scénarios. C'est qu'est-ce qui se passerait si je prenais cette décision. Le deuxième, c'est sur l'humain. On ressent un appétit grandissant des équipes et on sent que nous avons construit des outils d'aide à la décision qui permettent de mieux opérer leur business au quotidien. Et enfin, le troisième, sur la transformation, on sent que Bell est en train de se structurer pour devenir une entreprise AI-driven et de créer une saine émulation au-delà du marketing. Alors, on a évidemment les bénéfices liés à l'optimisation de nos process, l'optimisation de la valeur de nos clients, l'optimisation de la fidélisation de nos clients. Mais il ne faut pas oublier qu'on est un réseau de franchisés, donc nos premiers clients, ce ne sont pas les clients finaux, ce sont les franchisés. Donc en innovant, en déployant des technologies telles que celles qui tournent autour de la data, on se met en position d'être l'opticien, le réseau d'opticiens le plus attractif pour recruter des opticiens et des audioprothésistes. Il y a 10 ans, ça existait déjà. À l'époque, c'était une version réduite de ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça s'appelait le data mining, et c'était déjà présent chez nos clients. C'était moins développé, c'était encore plus artisanal qu'aujourd'hui. Ça travaillait sur des jeux de données qui étaient nettement plus simples, voilà, et nettement moins démocratisés et connus, à la fois chez nous, Microsoft, mais aussi chez nos clients. De capacité de calcul, d'accès à la technologie qui ont démocratisé quelque part cet accès à data science et hâte de voir ce que les 10 prochaines années nous donneront. Finalement, on a changé les technologies, mais que les fondamentaux restent les mêmes. En revanche, avec la data et avec le traitement de la data, on peut passer de l'intuition à des convictions qui s'appuient sur des éléments réels. Ça signifie quoi être data scientist chez qui? On associe souvent data scientist avec intelligence artificielle. Mais chez Equimetrix, un data scientist est avant tout quelqu'un qui répond à des problématiques business. Donc par exemple, moi, un de mes clients est un éditeur de magazines pour enfants. Il voulait améliorer son profit pour la vente au numéro. Donc on a construit pour lui une solution d'intelligence artificielle qui permet de prédire le nombre de magazines qui va être vendu dans chaque point de vente de France. Et ça permet donc de savoir combien de magazines, d'exemplaires du journal de Mickey on doit envoyer dans le relais de Gare de Lyon. Du coup, c'est résoudre les problèmes financiers? Alors pas seulement. C'est vrai que là, on parlait des opérations, ça peut paraître très financier. Mais quand on parle de data science, on parle aussi beaucoup de données individuelles ou de relationnelles. Un bon exemple, c'est justement le precision marketing. Un des clients automobiles que j'accompagne depuis très longtemps, par exemple, on a refondu tout leur programme CRM. Avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils envoyaient des communications à toute leur base à des dates anniversaires. Nous, ce qu'on a réussi à mettre en place avec eux, c'est une boîte à outils de scoring où en fait on arrive à capter des comportements de manière individualisée et réellement atteindre cet objectif de pousser le bon message à la bonne personne au bon moment. Mais au quotidien, ça consiste en quoi concrètement? Alors comme le disait Soline à l'instant, chez Equimetrix, la data science vient avec un impératif d'objectif business. Après, si on simplifie un peu, la data science c'est concrètement 3 choses. 1. Cartographier et collecter de la donnée. 2. Choisir la bonne approche algorithmique. Et 3. Retraduire ça en des termes business qui sont compréhensibles pour nos clients. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on passe notre temps à faire des choix. Oui, absolument. Si on reprend l'exemple des magazines, il a fallu qu'on détermine ce qu'on allait faire des données de 2020. En effet, en 2020, il y avait le Covid, le confinement, donc les données sont biaisées et on sent bien que des modifications ou non de la circulation de la population en France peut avoir un impact sur les ventes du relais en Gare de Lyon.
D'ailleurs, Céline, c'est marrant que tu parles de biais parce que c'est une problématique que j'ai rencontrée en travaillant sur le monitoring des réseaux sociaux pour une marque de cosmétiques. En gros, l'idée, c'était de créer un algorithme de reconnaissance d'image qui allait déduire à partir d'un post et d'une image le produit qui était mis en avant. Est-ce que c'était du shampoing, du parfum, du rouge à lèvres, etc. On a lancé ce programme en Asie et ça marchait super bien. Et quand on a voulu l'étendre à d'autres zones géographiques, on s'est tout de suite rendu compte que les résultats étaient moins pertinents. Et la raison, c'était qu'en fait, on avait construit un algorithme biaisé. Notre population d'essai en Asie avait une peau très claire, des cheveux très foncés, très sombres. Du coup, naturellement, l'algorithme a matché le sombre, le noir, avec les cheveux systématiquement. Et quand on allait sur des populations plus diverses, comme en Afrique, aux États-Unis ou en Amérique et en Europe, ce lien n'avait plus du tout de sens. Du coup, on a revu notre algorithme en choisissant davantage le set de données d'entraînement afin de rééquilibrer nos résultats. Et encore, là, on a une forme d'évidence dans le fait que le biais est avant tout physique et direct. Parfois, c'est très subtil et il faut qu'on soit beaucoup plus vigilant. Ok, c'est plus clair. Mais maintenant, j'ai une autre question. Comment bien faire son job au quotidien? Globalement, c'est avant tout un savoir-faire technique et technologique, mais pas uniquement. C'est aussi savoir où notre travail a le plus d'impact. En effet, on est souvent amené à devoir prioriser les questions de nos clients en fonction de l'impact sur leur business. Oui, et c'est aussi être des traducteurs. En gros, on traduit les questions de business de nos clients en langage technique, mathématique, code, algorithme. On obtient des résultats et on va traduire ces résultats en recommandations business qui sont très concrètes. Donc il faut savoir parler plusieurs langues. Oui, et puis c'est aussi un job comme les autres. Il faut savoir travailler en équipe, être humain, être un bon manager et savoir s'engager dans les enjeux qui nous tiennent à cœur. Merci pour toutes ces explications. Être data scientist chez Equimetrix n'a plus de secret pour moi. Pour terminer cette émission, Jean-Baptiste Bouzige m'a rejoint. Quels enseignements pouvez-vous tirer de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui? Tout d'abord, le premier enseignement, c'est qu'il y a un mot central, c'est le pourquoi. On voit bien, que ce soit pour des questions d'éthique ou pour des questions de valeur économique, la question centrale, c'est de se demander pourquoi on fait ça et de ne pas faire de l'IA juste pour le plaisir de faire de l'IA. Le deuxième enseignement, c'est qu'on a 3 sujets à traiter. Le sujet d'une IA durable qui serait une IA éthique, le sujet d'une IA durable qui serait une IA consciente de son impact écologique, et puis le sujet d'une IA durable qui serait une IA qui crée des avantages compétitifs pérennes pour les entreprises. Et puis le dernier enseignement, c'est de voir qu'on a probablement une voix européenne à porter, une singularité à porter, et que justement, cette question du pourquoi peut nous permettre de trouver le bon équilibre dans cette création de valeur. Quelles sont les actualités d'Equimetrix pour les prochains mois? Alors cette émission était un peu le lancement de toute une période autour de ces sujets-là. On a d'ici la fin de l'année de grands sujets. Tout d'abord, la création d'une plateforme Equilab, qui est un site sur lequel on va participer à la communauté open source en publiant d'ores et déjà nos librairies sur une IA éthique, donc le code qui permet vraiment de le faire en réalisant des algorithmes. Un second sujet qui est le release de notre offre d'intelligence artificielle pour la sustainability, donc sur tous ces sujets-là, comment l'IA peut être un instrument transformatif. Et puis, on va continuer à animer, comme je le disais en introduction. L'idée, c'est d'être un contributeur dans la communauté autour de ces sujets-là, d'avoir une approche humble et de continuer à animer le débat, à poser les questions, et à apporter notre pierre à l'édifice et à partager notre expérience. Merci beaucoup Jean-Baptiste Bouzige. Donc, on va se retrouver tout au long de l'année 2022. Merci à tous pour votre attention.